Donc, on comprend que c'est une construction progressive de la personnalité, d'accord ? Il y a toujours aussi des idées reçues qui restent un peu de dire on ne peut pas poser le diagnostic avant 18 ans. Je pense que ces choses-là, aujourd'hui, elles sont révolues. Voilà, il y a plein d'équipes à l'international qui posent le diagnostic dès l'adolescence, dès l'âge de 12 ans. Officiellement, par classification, ça ne pose plus de problème de parler de troubles de la personnalité avant 18 ans aujourd'hui. Et je crois que c'est un chemin qu'on a déjà abordé en France, qu'on a déjà amorcé en France. Et je crois qu'on peut être assez fier aussi de cela. En tout cas, ça ne semble plus poser de problème aujourd'hui. Et on le comprend, puisque si on est sur ce staging et on est sur cette construction progressive de la personnalité, il n'y a pas de raison de considérer qu'elle viendrait à une forme plus aboutie à l'âge de 18 ans qu'à l'âge de 15 ans ou à l'âge de 20-25 ans. Donc, probablement des symptômes, il faut les chercher le plus précocement possible, sachant que le pic d'incidence et le moment où les symptômes sont les plus bruyants et les plus sévères correspond à cette période de grand adolescent, jeune adulte, autour de la tranche d'âge 15-25 ans. Donc probablement que l'enjeu de l'intervention précoce aussi dans le trouble borderline se situe dans cet intervalle d'âge-là. Et je me permettrai un complément parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur cette question du diagnostic qui parfois clive un petit peu. Avec cette dimension où moi j'ai entendu à plusieurs reprises oui mais en fait le trouble borderline il y a une dimension perturbation de l'identité et du coup si on vient poser une étiquette finalement la personne elle va s'identifier pleinement et uniquement à son diagnostic et finalement ça va renforcer le stigma ou ça va lui donner une sensation fataliste qu'elle n'est que ça, etc. Parfois même dans l'appellation j'ai des personnes qui me disent ah mais est-ce que ça veut dire que toute ma personnalité est pathologique ou est-ce que ça veut dire que une partie, enfin qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et je n'aurai pas de réponse à tout, mais en tout cas, ce que je peux dire à mon échelle, c'est que quand moi j'ai eu le diagnostic assez jeune par rapport au degré de souffrance que j'expérimentais, c'était déjà trop tard pour moi, mais c'était aux alentours de 16 ans. Quand on m'a posé le diagnostic pour la première fois, j'ai senti que la personne en face de moi hésitait à me le dire et qu'elle attendait que je l'amène. Et que j'ai eu cette sensation de il se fout de ma gueule lui, pourquoi il me l'a pas dit plus tôt? Parce qu'en fait j'avais vraiment cette sensation de savoir que je savais pas des trucs et cette sensation qu'il y a quelque chose qui me manque mais que personne ne relate vraiment, je pense qu'elle est commune à plein de gens dans plein de diagnostics, pas uniquement dans le trouble borderline, mais du coup savoir qu'on sait pas, qu'on met pas le doigt sur la problématique, qu'on s'explique pas ses comportements, c'est beaucoup plus aliénant à mon sens que de recevoir un diagnostic, surtout que ce diagnostic, si il est proposé avec les égards que propose le GPM, avec l'ensemble des bonnes pratiques autour de ce diagnostic-là et du dévoilement de ce diagnostic, en fait, il y a une grande dimension où ça va venir casser la stigmatisation en lien avec ce trouble-là. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, peu importe qu'il y ait une problématique identitaire dans le trouble borderline, le fait de fusionner un temps avec son diagnostic, c'est le cas pour tout le monde. Tout le monde dans son parcours de rétablissement, on en parlera peut-être si on a le temps, mais c'est un processus, le rétablissement, il y a des étapes. Et parmi ces étapes, le moment de fusion avec l'identité malade et avec le diagnostic, c'est juste une des étapes naturelles d'un processus de rétablissement qui se produit et c'est pas spécifique à certaines pathologies et en aucun cas cette étape devrait être considérée comme quelque chose à éviter tellement que on va pas poser de diagnostic parce que justement moi je trouve que ça peut plus cristalliser cette étape qu'autre chose parce que du coup on vient pas mettre à distance et dire ce n'est pas toi qui as un dysfonctionnement profond, c'est juste une pathologie avec laquelle tu vis. Voilà ce que je pourrais rajouter à ce niveau-là. Donc, je vais passer très vite sur le focus du trauma précoce qui a été bien abordé ce matin par le professeur Weiner. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais j'avais repris effectivement aussi le papier de Néomer pour parler un petit peu des différents types de traumas qui semblent émerger aujourd'hui et qui nous permettent de mieux comprendre l'impact du trauma précoce dans l'émergence du trouble de la personnalité sévère au sens de borderline. Donc, je passe un petit peu rapidement. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'impact de ces adversités précoces, comme on le disait au tout début, est majeur, avec des formes d'adversité précoce
qui, je pense, mériterait de s'ouvrir et d'être mieux recherché, parce qu'on a des échelles classiques de maltraitance de l'enfant sur le plan sexuel, sur le plan physique et sur le plan de la négligence, mais on manque d'échelles validées pour rechercher véritablement l'invalidation émotionnelle précoce, la perception d'invalidation de la souffrance précoce, parce que quand on parle d'invalidation émotionnelle, souvent les familles aussi intègrent le fait que oh là là, j'ai été invalidant probablement avec mon enfant très précocement, j'ai pas laissé de place aux émotions. Mais ce qui est important, c'est aussi de repositionner que c'est une perception par l'individu d'invalidation émotionnelle. C'est une perception par la personne d'invalidation émotionnelle. Donc ça, c'est un point qu'on aborde beaucoup à Connexion familiale, mais qui me semble central. Et bien sûr, il y a la perception de l'invalidation des émotions, mais il y a probablement aussi la perception d'invalidation de la souffrance qui a été générée par tel ou tel trauma de l'enfance. Donc finalement, on voit que les traumas, ils ont différentes couches, un petit peu d'impact. D'accord ? Parce qu'il y a l'impact du trauma lui-même, mais il peut y avoir aussi l'impact de ne pas avoir été reconnu dans sa souffrance à la suite d'un trauma précoce. Vous voyez, donc ces différentes couches un petit peu ont probablement une influence et semblent importantes à prendre en compte. Je ne sais pas si c'est un cas trop particulier, celui que je connais bien, celui de ma fille. Il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est les personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline qui n'ont pas vécu de traumatisme important. C'est a priori le cas de ma fille et ça entraîne une auto-invalidation énorme. Et ça a été vraiment très très fort chez elle, où dès le début, elle disait: je comprends pas, j'ai pas eu de traumatisme, j'ai une famille qui m'aime, tout va bien, et je vais très mal. Et c'est aussi, enfin, je trouve que c'est un petit danger du fait de trop rapprocher les troubles borderline des troubles, des syndromes post-traumatiques. Absolument. Je suis assez d'accord avec vous, et c'est aussi parfois les discussions qui peuvent être faites autour de tout le champ des travaux, notamment de Martin Bohus, dans cette considération des troubles post-traumatiques et troubles de la personnalité borderline. Je reprenais une étude qui a aussi été montrée par Louisa ce matin, où on voit effectivement qu'il y a quand même 10% des patients qui seraient non concernés par ce champ des traumas. Et donc la question, c'est de se demander, est-ce que c'est véritablement des personnes qui n'ont pas vécu ou pas perçu de trauma, ou est-ce que ce sont aussi d'autres formes de perception ou d'invalidation qui ne sont pas détectées, qui ne sont pas piochées dans les radars? C'est une question qui reste entière. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi parfois l'impact fort qu'il pourrait y avoir dans cette auto-perception de surexpression de la honte et de l'image de soi dépréciée, qui a un impact probablement aussi dans l'émergence de cette autodépréciation et donc de ce dégoût de soi, de cette honte de soi-même, et qui finalement suffirait sans avoir besoin d'avoir vécu réellement des traumas. Donc c'est fort. Et je trouve que ça rejoint aussi ce que vous disiez concernant le fait le passage à l'acte. Ça, pour moi, c'est très important parce que actuellement, et pourtant je suis à Genève, donc la prise en charge est censée être quand même plutôt avancée. Actuellement, effectivement, quand ma fille arrive aux urgences, s'il n'y a pas eu de passage à l'acte, en fait, les psychiatres vont chercher à savoir si elle compte faire un passage à l'acte. Une fois qu'ils ont identifié qu'en fait, elle n'a pas prévu de se suicider dans les 24 heures, ils la laissent repartir et il n'y a donc aucune prise en charge. Et c'est aussi par rapport à ça que je parlais de la prise en charge précoce. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand un jeune il est simplement au fond de son lit et il n'est pas en train de se suicider, il n'est pas en train de se scarifier, mais il va très mal. Et là aussi, il y a de l'invalidation de la part des psychiatres qui les reçoivent et qui disent bon ben là finalement ça va, tu vas survivre les prochaines 24 heures, donc tu rentres chez toi et il se passe rien d'autre. Hein. Malheureusement, c'est aussi l'état actuel des urgences qui permet de traiter ce genre de problématique qu'avec
l'œil de l'urgence en fait, et du coup quand on vient s'adresser pour une urgence vitale, du coup effectivement le suicide c'est l'urgence vitale principale quand il est question des troubles psychiques, dans un contexte où effectivement il n'y a présente pas d'urgence vitale pour la personne. Je vous rejoins sur le fait que quand on est personne concernée, on le vit comme une profonde injustice et comme une invalidation émotionnelle forte de ce qu'on est en train de traverser ou de ce que notre proche est en train de traverser. Et pour autant, je crois qu'il y a plus l'idée de chercher une brebis dans un champ de vaches, quoi. En fait, on ne s'adresse pas forcément, malheureusement, en l'état actuel des choses, à la bonne porte dans un contexte où, du coup, il n'y a pas forcément d'urgence vitale. Ça veut dire que c'est peut-être une autre aide thérapeutique qu'il va devoir aller chercher. Et encore que c'est très difficile de pouvoir entendre ça quand le sentiment de souffrance est extrêmement, extrêmement intolérable. Donc je vous rejoins là-dessus, effectivement. J'aurais mis une toute petite précision sur la question de l'association systématique perçue entre troubles borderline et trauma, qui en fait, dans les faits, statistiquement, est très haute. Ça, c'est un fait, et quand les personnes nous en parlent, on le retrouve très aisément. J'ai aussi souvenir d'une minorité, mais vraiment une toute petite minorité, effectivement, de patients-patientes qui n'identifiaient pas d'événements majeurs, mais qui, par contre, ont vécu de l'invalidation émotionnelle, que ça soit chez les proches, dans l'environnement, à l'école, des petites choses du côté du harcèlement, de la moquerie, et où en fait c'est aussi ce qu'on dit quand on parle de déterminisme biologique, génétique, c'est qu'en fait on n'a pas tous le même seuil d'activation des troubles, et peut-être de pouvoir se valider ça et se dire mais en fait bon, quelle que soit l'origine de mes difficultés, elles sont présentes, et rien que pour ça je mérite et je suis légitime en fait à obtenir du soin adapté parce que je suis en souffrance. On ne devrait pas avoir besoin de surnommer et surinvestiguer pour légitimer et valider cette souffrance. Et en même temps, dans l'écrasante majorité des cas, on retrouve quand même des petites choses, mais qui du coup des fois sont peut-être même pas perceptibles. Effectivement, ça peut être des choses très fines, et ça c'est plus une question des suivis personnels de tout un chacun. Oui, et en même temps, c'est le risque, je trouve, de tout appeler trauma à la fin. Enfin, c'est peut-être un peu provoque de dire ça. Ah oui, non, mais on peut dire événement d'adversité précoce. Voilà, ouais, complètement. Je trouve que moi, je me rapproche plutôt de votre fille sur le vécu. J'ai pas de trauma infantile à proprement parler. J'en ai eu plus tard vers l'adolescence. Et effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait que ça peut générer... de toute façon, on est les pros de l'invalidation émotionnelle, donc on trouvera toujours une raison pour s'invalider, même quand on n'est pas borderline. Vous vous invalidez tous au quotidien. Donc vraiment, il n'y a pas de palme d'or à ce niveau-là. S'il faut trouver des raisons de s'invalider, on en trouvera. Mais effectivement, j'abonde dans votre sens. Personnellement, moi, j'ai une expérience encore plus importante de personnes qui me disent ne pas identifier de psychotrauma à proprement parler dans les groupes de psychoéducation que je mène à Dipsy. Et qui font pas forcément de lien avec du psychotrauma avéré. Alors, est-ce que notre définition du psychotrauma elle est trop rigide ? Est-ce que ce sont juste des personnes qui vont pas forcément identifier ? Est-ce que même elles s'invalident tellement qu'elles n'identifient pas leur trauma ? C'est aussi une possibilité. Je peux vous dire personnellement ce que je trouve, c'est que j'ai eu besoin de faire une nette distinction entre les traumas qui ont déclenché du stress post-traumatique derrière et un environnement invalidant, hautement stressant, qui effectivement a forgé entre guillemets une partie de mes sensibilités, mais qui a juste appuyé sur quelque chose qui était déjà là. Parce qu'il y a quand même cette question de la prédisposition génétique qui est au premier plan et que j'ai perçue et que ça, c'était palpable. Et c'est aussi palpable dans la dimension génétique familiale, parce que peut-être que certains se reconnaîtront là-dedans, mais moi, personnellement, quand j'ai commencé à relationner de manière un peu longue avec des copines, quand je suis allée dans mes belles familles, je me suis rendu compte qu'il y avait une prédisposition génétique à la réactivité émotionnelle dans ma famille, parce que les parties de jeux de cartes, les événements du quotidien, c'était pas du tout les mêmes dans ma famille que dans la leur. Enfin, chez nous, ça gueule, c'est très intense, ou au contraire, ça vient se replier, tout cacher. Enfin, donc, il y a vraiment aussi cette dimension-là, je pense...
de terrain génétique en fait qui est totalement légitime et qui, je trouve, aussi déculpabilise parce qu'on n'est pas responsable de ces gènes et les prédispositions, elles s'expriment ou pas. De la même manière que pour le cancer, elles vont s'exprimer ou pas, et on ne vient pas attraper la veste de quelqu'un pour lui dire tu pourrais pas faire comme ton frère et ne pas déclarer de cancer. Enfin, ça marche pas comme ça. Donc il y a aussi cette dimension, je pense. Super, donc on va continuer. On a fait tout ce balayage du champ du trauma. Ça va me permettre de rebondir sur le champ de la neurocognition, puisque on sait que finalement l'impact des traumas précoces altère de manière significative les performances neurocognitives de nos jeunes, et notamment en termes de fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout le champ de la planification, de la flexibilité cognitive, de la résolution de problèmes, de la prise de décision, qui engendre sur le plan clinique l'impulsivité. Et on l'a beaucoup discuté ce matin avec l'aspect de la neuromodulation, donc j'y reviendrai pas dessus. En fait, l'impulsivité, c'est un concept qui est probablement plus complexe que seulement un défaut du contrôle inhibiteur et qui mérite aussi peut-être d'appuyer certaines recherches. Je vous encourage vivement à écouter sur YouTube et à lire le bouquin de Bessel van der Kolk, qui est un psychiatre du Trauma Center de Boston et qui a beaucoup travaillé sur le champ de l'impact du trauma sur le corps et tout. Voilà, comment le corps garde en mémoire toutes les formes de trauma, avec des propositions aussi d'intervention du bas vers le haut et du haut vers le bas, avec des médiations. Ils font beaucoup dans leur trauma center avec des populations de vétérans suite à la guerre au Vietnam, etc. Ils ont beaucoup de médiations par la boxe, par le jeu du théâtre, et donc ils proposent dans ce trauma center beaucoup de choses comme ça pour travailler les feedbacks du somatique vers le neuro et le neuro vers le somatique. Donc c'est très intéressant. Et il fait aussi des conférences. Il en a une qui est gratuite, qui expose son livre sur YouTube, que je vous encourage à regarder. Donc je passe un petit peu. Oh, pardon. Oui. J'allais te demander, et aussi en fonction de vous, comment vous le sentez, est-ce que vous ressentez le besoin de faire une petite pause? Et si oui, à quel moment, Clémentine, est-ce que tu penses qu'on peut se la permettre en fonction de ton intervention? Si vous avez besoin d'une pause, peut-être maintenant, puisqu'il nous reste que demi-heure. Donc, c'est ça? Oui, effectivement, c'était aussi Donc, par rapport à ta si vous avez besoin d'une pause, slide. on peut la faire maintenant. Et puis, si vous n'en avez pas besoin, on peut terminer. À main levée, qui souhaiterait faire 5-10 minutes de pause? Prenez la pause si vous en avez besoin, hein, pas de souci. Hein. Qui ne souhaite pas faire de pause, plutôt. À main levée, qui ne souhaite pas faire de pause? Ok. C'est 50-50. Ceux qui en ont besoin, vous pouvez y aller. Vous êtes des studieux. Donc, je vais passer un petit peu rapidement sur ce champ de la neurocognition, mais on voit bien qu'entre l'exposition ou la perception à des traumas précoces, les impacts neurocognitifs et l'émergence chez les patients les plus jeunes sur ces troubles-là, c'est une histoire de rétro-feedback et d'influence croisée qui a l'air d'être importante. Donc ça, je passe un petit peu. On a beaucoup aussi appris en termes d'évolution et souvent on considère que l'instabilité, notamment comportementale, ou l'instabilité de perception de soi, avec le champ de l'ambivalence, le champ parfois de la difficulté d'adhésion aux soins, de la difficulté relationnelle avec le thérapeute, sont des obstacles à l'utilité clinique, alors que pourtant cette instabilité, ça n'en est pas, puisque ça serait presque la première cible clinique à cibler pour tenter d'aider les jeunes. Donc l'instabilité n'est pas un obstacle et ne doit pas être considérée comme un obstacle à l'utilité clinique. Et je me permets de rajouter un petit complément sur la question de l'instabilité. Sur le lien avec les comorbidités, parce que s'il y a bien une instabilité qui vient en travers du soin, c'est celle de la consistance, on va dire ça comme ça, pour venir aux soins répétitivement, se présenter à l'heure, etc. Moi, c'était une des difficultés que je rencontrais en lien avec mon TDAH, du coup, et les problématiques organisationnelles, la gestion du temps, etc. Et dans le centre de réhabilitation où j'ai été pris en charge, que je salue d'ailleurs parce que je sais qu'il nous regarde, bonjour au C3R,
il y a eu cette nécessité de pouvoir d'abord mettre en place un suivi avec un ergothérapeute pour pouvoir travailler sur, c'était une ergothérapeute en l'occurrence, pour pouvoir travailler sur les retentissements fonctionnels en fait du TDAH qui venait parasiter complètement l'adhésion aux soins. Dans l'idée, j'étais hyper emballée pour pouvoir travailler sur moi. Dans les faits, j'avais l'air hyper désinvestie en fait parce que du coup j'arrivais avec des gros 20 minutes, parfois même 40 minutes de retard au rendez-vous. Et donc, s'il y a une instabilité sur laquelle je pense qu'il faut prêter un petit peu attention, c'est aussi celle-là, en lien avec les comorbidités qu'on a évoquées et la prévalence du TDAH dans le trouble borderline. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une équipe pluridisciplinaire aussi, de pouvoir proposer des soins qui soient très englobants. Donc dans ce cadre-là, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre sur le trouble de la personnalité. Et probablement, ce qui nous reste à apprendre, c'est dans le champ du développement, dans le champ de la sévérité, de l'hétérogénéité aussi de formes d'expression, dans les comorbidités, comme Argine vient de le dire, et dans le changement en termes de possibilité d'évolution et en même temps d'encouragement à la possibilité de changer chez les personnes, à la stigmatisation et à l'intervention précoce qu'on va voir. Un des points les plus importants que j'aimerais partager avec vous, c'est celui-là. On a beaucoup parlé d'hypothèses aussi ce matin du trouble borderline en tant que trauma, du trouble borderline en tant que comorbidité forte avec le TDAH, en termes du trouble borderline sous plein d'autres aspects. Probablement que le réductionnisme est scientifiquement erroné et serait nuisible pour nos patients. Probablement la manière la plus juste d'appréhender le trouble borderline, c'est de considérer que tout ça c'est probant et que tout ça s'associe pour donner une forme de compréhension la plus juste possible, qui en fait est la plus complexe. C'est un trouble complexe. Voilà. Donc ni l'attachement désorganisé seul, ni le traumatisme développemental, ni l'invalidation émotionnelle, ni le modèle centré simplement sur les émotions, ni une représentation erronée du self-concept, comme on peut le voir parfois dans certains types de thérapies, n'est suffisant pour expliquer l'émergence du trouble de la personnalité borderline. Et ce réductionnisme est important à avoir en tête, puisque quand on lit de la littérature, parfois on lit de la littérature orientée sur un aspect, mais qui ne permet pas d'expliquer probablement les fondements explicatifs de ce trouble-là. Et je pense que c'est très important de le rappeler. Donc, comme on l'a vu, la structure du trouble de la personnalité borderline, parfois dans des études, est discutée. Le trouble borderline, est-ce que c'est pas un trouble bipolaire de type 2? Le trouble borderline, est-ce que c'est pas un PTSD complexe? Le trouble borderline, est-ce que c'est pas une antériorité au TDAH, ou le TDAH une antériorité au trouble borderline? Probablement tout ça sont des réductions qui sont erronées et qui peuvent ouvrir la discussion, mais qui sont probablement erronées sur le principe du concept même de ce trouble de la personnalité qui, oui, semble exister. De la même manière, il y a un débat très intéressant sur les comorbidités et les co-occurrences, que ça soit psychiatrique ou somatique. Et là aussi, j'appelle à votre vigilance, parce qu'on peut trouver comorbidité et ou co-occurrence de plusieurs diagnostics à plusieurs moments de la vie, chez plusieurs patients, et ce qui fait aussi la richesse du polymorphisme qui est décrit. Donc j'appelle aussi à votre vigilance sur ce point-là. On l'a dit, le stigma est toujours là. C'est toujours pas une priorité publique santé publique en 2025, même si la santé mentale est grande cause nationale, on en est toujours très loin. En tout cas, c'est un problème de santé mentale courant et qui est là tout au cours de la vie, et dont probablement un des principaux facteurs de lutte serait la formation. Donc je vous encourage à réfléchir là-dessus aussi. Les Australiens, ils décrivent que ce stigma, en fait, dans le trouble borderline, il y a un aspect un peu spécifique du stigma que je trouve très intéressant. Ils parlent de soft bigotry of low expectation, comme si, en fait, le trouble borderline, ça serait un concept un peu léger, avec peu d'enjeux, voilà, pour des patients qui auraient peu d'enjeux, pour des patients qui de toute façon sont complexes, pour des patients qui de toute façon sont résistants à la thérapie. Donc on fait beaucoup de bruit pour en fait peu d'enjeux. Et donc finalement cette manière-là ignore les preuves, s'accroche à des notions qui sont dépassées, où on vise finalement aussi dans le système de soins un système qui est moins pire, mais où en fait on ne va pas essayer de chercher de la vraie efficacité clinique, et notamment pour les jeunes. On ne s'attend pas et on ne cherche pas à ce que les gens s'épanouissent. Donc on se contente d'un système de soins qui
délivrent des choses, quand on a la chance d'avoir un système de soins qui en délivre, notamment des psychothérapies, mais parfois on va probablement pas assez loin dans la manière de se dire est-ce que ce que je propose et est-ce que ce que je délivre cible toutes les personnes qui souffrent du trouble, et moi j'ai un focus particulier pour les jeunes, probablement les types de thérapies qui sont proposées aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit, les jeunes sont souvent non inclus, voire même exclus de ces psychothérapies-là, et quand ils sont sévères, encore moins. Donc ces sous-groupes de population sont oubliés et on doit travailler pour mettre en place des choses. Donc, de la même manière, dans le champ du traitement du trouble borderline, ça peut paraître un aspect parfois de complexité. En fait, on regarde qu'entre les années 1890 et les années d'aujourd'hui, en fait, la manière de traiter le trouble borderline, elle n'a pas changé. Donc, on peut aussi diminuer un petit peu notre peur de cette complexité du traitement pour revenir peut-être à des choses plus simples. Les Australiens sont un peu provoques, alors je me suis quand même permis de le dire parce que je trouve que c'est une piste de réflexion. Voilà, l'idée n'est pas forcément de mordre à tout ça, mais l'idée est d'ouvrir notre champ des possibles et notre piste de réflexion. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on propose dans le champ des troubles de la personnalité borderline une intervention qui est finalement beaucoup trop tardive. Et on parle beaucoup de différents types de psychothérapie, certes de plus en plus poussées, certes intégrant de plus en plus de comorbidités, avec des niveaux de preuve qui tendent à être de plus en plus meilleurs, mais si on regarde la littérature, les niveaux de preuve des psychothérapies restent modestes. Et donc, les Australiens disent, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ce champ des psychothérapies ne serait qu'un glaçage, mais qu'il nous manque un élément de compréhension sur qu'est-ce que serait le gâteau, comme s'il y avait aussi un peu un jeu de quelle marque de lessive serait la meilleure qu'une autre, d'accord ? Donc, c'est une piste de réflexion que j'ouvre avec vous aujourd'hui. Donc peut-être on devrait commencer à penser les troubles de la personnalité en décloisonnant un petit peu nos connaissances et nos compétences, pouvoir accueillir, respecter et s'adapter aux besoins des personnes et non les personnes qui devraient s'adapter à nos possibilités de soins. Offrir le même droit d'accès à ces patients-là, à ces personnes-là, à leur famille qu'à d'autres troubles. Réfléchir à une approche probablement transdiagnostique, tenir compte du stade de la maladie, ce que je vous parlais au début du staging et de l'âge précoce, et considérer les actions d'intervention précoce et de réhab. Donc finalement, il faut se préoccuper de nos jeunes, qui dans ce trouble-là souvent correspondent aux formes les plus sévères. On sait que la santé mentale, c'est un vrai enjeu des 16-25 ans. Ça, je passe rapidement parce que vous le savez. On sait que ce trouble-là est très fréquent dans ces populations-là. On a vu que ça correspondait peut-être entre 1 et 6% de la population générale, peut-être jusqu'à 10% dans cette tranche d'âge des 15-25 ans. Il y a d'autres études qui effectivement montrent 20% de fréquentation dans les services de santé mentale, jusqu'à peut-être 50% dans les hospitalisations d'urgence et post-urgence. Donc on a des chiffres de prévalence qui sont assez ahurissants. Et puis il y a des estimations qui sont faites. À l'âge de 24 ans, probablement un jeune sur 5 aura souffert d'un trouble de la personnalité, et parmi ceux-là, encore 1 sur 5 aura souffert d'une forme sévère, soit borderline. Donc ces chiffres de prévalence nous font beaucoup réfléchir. C'est un trouble qui est grave, ça je ne le redis pas, mais on sait que de par les comportements, l'intensité des symptômes et les comportements de mise en danger et le risque suicidaire élevé, c'est un trouble qui est grave. Avec donc des comportements impulsifs de mise en danger, tout le champ du self-harm, c'est-à-dire l'automutilation, etc., qui est un champ important à comprendre. De la même manière, comment la surexpression de l'émotion de honte pourrait être un élément expliquant l'intensité aussi importante de ce champ du self-harm. Ça pourrait être aussi un point d'explication à creuser, mais je n'ai pas le temps de détailler avec vous tout cela. En tout cas, ce qu'on voit, et c'est ce que tu disais, Argine, tout à l'heure, les comportements impulsifs de mise en danger sont très fréquents. Les comorbidités ou co-occurrences sont également très fréquentes. Donc on a des risques qui sont spécifiques chez les jeunes. On sait que plus l'âge de début est précoce, plus le risque de maintenir le trouble à l'âge adulte est élevé. On connaît aujourd'hui aussi des marqueurs biopsychosociaux de mauvais pronostics pour l'avenir.
Et on sait aussi que ce trouble de la personnalité, ça pourrait constituer une porte d'entrée vers d'autres problématiques, et pas que des problématiques ni psychiatriques ni somatiques, mais de vraies problématiques sur le retentissement psychosocial. On voit bien que l'impact familial est important, on voit bien que l'impact sur l'éducation, l'insertion, l'accès à l'emploi, essayer de maintenir l'emploi, on voit bien que les aspects d'invalidation, de chômage et bien sûr de mauvaise santé physique, sexuelle, plus les coûts de santé, plus les coûts socio-économiques sont très élevés dans nos populations. Donc finalement, dans ce retentissement, c'est un peu tout ça, ce qu'on appelle le burden of disease, c'est-à-dire cette espèce de charge, de fardeau, de poids, de retentissement de la pathologie, que ça soit sur le plan de la souffrance, avec ce qui en découle sur le plan du risque suicidaire, du potentiel suicidaire, sur le plan relationnel, sur le plan de la santé, sur le plan social, sur le plan des risques, sur le plan des soins et sur le plan du stigma. Et c'est tout ça finalement qu'un aspect de réhabilitation psychosociale pourrait permettre de prendre en charge. C'est voilà, des indicateurs qui ne sont pas tout le temps pris en compte dans certains types de psychothérapie et qui probablement sont importants à juger pour voir l'évolution de la trajectoire de nos jeunes aujourd'hui. Donc on voit bien que prendre soin de sa santé, c'est bien sûr prendre soin de sa santé physique, mentale et sociale, c'est une évidence pour tous. Et donc oui, il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer notamment pour changer la trajectoire fonctionnelle de nos jeunes, réduire les interventions iatrogènes. Ce matin, on parlait de... Finalement, c'est vrai qu'un des principaux enjeux pour nous, médecins, c'est d'abord de ne pas nuire. Et toute la question de la pharmaco, est-ce qu'on ne nuit pas, notamment avec le champ des prescriptions des benzodiazépines, est-ce qu'on n'est pas plus nocif que ce que finalement on serait aidant? Donc ça, c'est une vraie question importante. Et puis d'essayer, par le champ de la psychothérapie, bien sûr, de promouvoir des comportements qui sont plus adaptés. Et peut-être aussi un point sur la question des hospitalisations complètes, peut-être qu'on n'a pas trop évoqué, ou que je n'ai pas été attentive, c'est possible aussi. Sur la question des hospitalisations complètes, où on peut avoir tendance, comme c'est parfois le cas chez certaines personnes, d'avoir quelque chose qui vient mettre en sécurité via l'hospitalisation complète, parce que du coup ça rassure les proches, ça rassure la personne éventuellement, et ça rassure les soignants qui parfois... ont l'impression que seule une hospitalisation pourrait empêcher le risque suicidaire, de trouver finalement une espèce de bulle, un petit peu une cage dorée, j'ai un peu du mal à dire ça, mais en tout cas quelque chose de sécuritaire qui va venir se prolonger et qui au fur et à mesure finit par voir arriver des hospitalisations complètes de 4-6 mois, parfois plus, au détriment de l'implication dans la vie quotidienne, entre guillemets, et qui du coup dépeuple encore plus l'implication dans la vie de la personne et sa qualité de vie, ce qui fait que derrière c'est encore plus compliqué pour la personne de revenir dans le quotidien. Donc je pense qu'il y a aussi une dimension en termes de formation des soignants pour qu'ils puissent aussi apprendre à éviter les hospitalisations complètes iatrogènes, mais aussi du côté des proches de savoir que l'hospitalisation complète, elle ne résoudra pas en fait les problématiques de dysrégulation émotionnelle. Elle est là pour intervenir dans un contexte de crise où la personne elle peut être un danger pour elle-même, mais de préférer plutôt des hospitalisations courtes, parfois même de quelques jours, c'est souvent préférable, même si elles doivent se répéter sur une période où c'est particulièrement compliqué, plutôt que d'avoir recours à des hospitalisations longues qui ont un impact vraiment très iatrogène sur l'ensemble de la qualité de vie et de l'implication dans un rôle social pour la personne. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension. Ouais. Donc tout ce fil conducteur, ça nous a amené à finalement que je puisse prendre peut-être les dernières minutes pour vous parler de ce modèle HYPE. Le modèle HYPE, c'est un modèle australien qui est né à Melbourne il y a plus d'une vingtaine d'années, qui s'intègre dans le gros groupe spécialisé dans les soins d'intervention précoce auprès des jeunes adultes, qui s'appelle Origène. Donc vous regarderez, vous pouvez voir, il y a beaucoup de publications avec notamment le professeur McGorry qui a beaucoup publié sur l'intervention précoce, notamment dans les premiers épisodes psychotiques et troubles thymiques émergents. Et il y a une filière d'Origène en Australie, à Melbourne, qui s'appelle HYPE. Ça
Ça veut dire Helping Young People Early, aider les jeunes précocement, qui s'intéressent à l'intervention précoce dans les formes émergentes de troubles de la personnalité borderline. Et ces modèles, notamment ce modèle HYPE d'intervention précoce, qui repose sur les principes de réhabilitation psychosociale qu'on connaît, les principes de réhab que l'on voit mis en place dans les C2R ici en France, en fait, n'ont pas émergé jusqu'à chez nous en 20 ans. Et moi, j'en ai fait le constat en me disant, j'ai l'impression qu'il me manque une pièce du puzzle. Moi, j'étais psychiatre depuis 5 ans dans une unité d'hospitalisation complète pour jeunes adultes à Nîmes. On a 20 lits dans cette unité jeunes adultes sur le CHU de Nîmes. Et durant mes 5 ans d'exercice dans cette unité complète, je me disais, en fait, il me manque un maillon. Parce que, comme on le disait, l'hospitalisation complète, ce n'est pas un moyen ni de répondre finalement à moyen terme à la post-crise. Alors oui, on met à l'abri, on met en sécurité, on essaye de faire le mieux possible pour la gestion de la crise suicidaire, même si probablement l'hospitalisation n'est pas du tout la réponse à cela. Mais en tout cas, on fait le mieux possible, mais il manque un maillon pour changer véritablement la trajectoire de ces jeunes qui ne sont par ailleurs pas pris en charge en psychothérapie puisqu'ils y mordent pas, parce qu'ils y sont non inclus, parce qu'ils y sont exclus, parce qu'ils sont souvent réhospitalisés, repassés aux urgences, dans des comportements automutilatoires ou suicidaires, ou parce qu'ils sont trop sévères, parfois par rapport au trauma, parfois par rapport à leurs altérations neurocognitives qui ne sont pas prises en compte. Tous ces points-là, moi je me suis dit, il nous manque une pièce au puzzle, ce n'est pas possible que personne n'ait réfléchi à ça antérieurement. Je suis allée regarder la littérature il y a quelques années, je me suis dit, mais en fait, il y a des modèles qui existent à l'international. Et un des modèles qui pourrait exister d'intervention précoce de réhab, c'est le modèle HYPE. Et c'est ce modèle qui est mis en place à Origène depuis, je vous dis, plus d'une vingtaine d'années. Ils ont un hôpital entier qui ne fait que ça, où ils ont structuré les choses de manière très développée depuis le temps, avec des services d'intervention de crise d'urgence pour répondre à la demande que vous aviez tout à l'heure, des services de soins de filière classiques avec mise en place de groupes, de soins individuels, de consultations, de suivi, et mise en place de dispositifs d'accompagnement en case management, en gestion de cas personnalisés, pour aider à l'insertion de ces jeunes. Et je me suis dit, mais pourquoi nous n'avons pas ça en France ? C'est pas possible. Alors j'ai commencé à contacter des équipes de réhab, et je ne suis pas la seule, parce que Camille Couder le fait aussi à Dijon. Et en fait, il y a des équipes dans les C2R qui, bien sûr, prennent en charge en réhab depuis des années des patients avec troubles de la personnalité, mais je pense se sentent seuls et ont de grandes difficultés à prendre en charge puisque les modèles ne sont pas adaptés à la difficulté relationnelle, notamment de ces patients-là, alors que le modèle HYPE a été pensé pour tenir compte des difficultés relationnelles. Bon, on les a contactés, sous l'impulsion aussi de notre chef de pôle à Nîmes qui s'appelle Aurélie Chandrin et qui était allée à Origène passer une année pour travailler sur le trouble psychotique. Bien, elle m'a dit, mais Clémentine, il faut contacter le professeur Chanen qui travaille sur cette branche HYPE et il faut que tu montes un HYPE à Nîmes. Ce qu'on a fait, ils nous ont soutenus depuis ces 3 dernières années et on a pu obtenir un financement du ministère de la Santé pour monter la première équipe HYPE en France sur notre tout petit CHU à Nîmes. Donc nous avons donc un centre HYPE France qui est ouvert depuis septembre 2024 sur le CHU de Nîmes. Ce qui m'a inspiré, c'est cette étude que je vous recommande fortement de lire, qui a été publiée dans le JAMA, dans lequel ils ont comparé l'intervention HYPE, c'est-à-dire une intervention de case management personnalisée, associée à la CAT. La CAT, c'est leur type de psychothérapie, puisque finalement, en Australie, ils ne font pas beaucoup de thérapie dialectique et comportementale ou de mentalisation. Ils ont un type de psychothérapie qui est beaucoup plus répandu, qui s'appelle la cognitive analytic thérapie, qui n'est pas forcément montrée comme plus efficace. D'ailleurs, Nader Perroud ne l'a pas non plus cité dans les types de thérapies validées aujourd'hui, mais en tout cas, c'est leur forme, eux, de prise en soin sur le plan psychothérapeutique. Et donc, dans cette très belle étude, ils ont testé le case management plus une forme de psychothérapie versus du case management plus une attitude be-friendly. C'est-à-dire, en fait, on ne fait pas de psychothérapie, mais on vous met à disposition des gens qui sont sympas avec vous et puis qui vous valident, qui vous soutiennent sans faire forcément de psychothérapie. Donc, c'est plus be-friendly. Et un accompagnement lambda d'un jeune en soins, lambda santé mentale jeune s'il a besoin de consulter l'équivalent d'un CMP, etc., plus be-friendly. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est le plus important et qui ressort le plus significatif, c'est que ce qui marche, c'est le case management.
qu'ils soient accompagnés de psychothérapie ou pas, quel que soit le type de forme de psychothérapie. En fait, ce qui marche, c'est cet accompagnement personnalisé. Et ben moi, cette étude, elle a changé ma manière de voir le trouble de personnalité borderline, elle a changé mon espoir aussi dans la psychiatrie de demain, et elle a changé en tout cas ma réalité clinique quotidienne. Et c'est de ça que je voulais prendre les 5 dernières minutes pour parler avec vous. Donc à Nîmes, on a une volonté d'aller vers, avec donc le docteur Chandrin qui avait déjà monté une branche d'Origène à Nîmes qui s'appelle la Villa Origène. Et on a aussi à Nîmes un psy-truck, c'est-à-dire qu'on fait on a des food trucks, mais pour la psychiatrie, on a 2 psy-trucks. Et en fait, on développe l'aller vers, pas que pour les jeunes d'ailleurs, mais en population. Donc on va en centre-ville, on va devant nos arènes à Nîmes, on va sur l'esplanade, on va devant des IUT, on va dans des facultés, à la faculté de médecine, avec nos camions, et on essaye de faire de l'aller vers pour ramener aux soins des personnes qui ont des difficultés à venir jusqu'à nous. Et dans le continuum de ce psy-truck, bien sûr, on réfléchit à l'orientation, notamment de ces jeunes, puisque c'est un accès facilité à une première évaluation qui n'est pas médicale, qui est infirmière, avec parfois la présence aussi d'un interne en psychiatrie qui est présent, et ensuite qui découle vers des orientations à la Villa Origène quand il s'agit d'intervention précoce et de réhab pour les troubles thymiques et les troubles psychotiques, et maintenant à Hype quand il s'agit de troubles émotionnels émergents. Donc les principes de réhabilitation psychosociale, en fait, vous les connaissez. Je vous conseille de lire aussi, si vous ne connaissez pas les principes de réhab, le livre de Nicolas Rintaud, qui est un collègue à moi de ma promotion de Montpellier, qui a écrit un très chouette livre qui s'appelle « Soyez réhab », qui est un petit bouquin très pratique pour bien connaître ces principes de réhabilitation psychosociale qui ne sont pas du tout propres aux troubles de la personnalité, mais qui posent un petit peu les bases sur le rétablissement personnel de la personne et qui est toujours une base solide et importante pour parler d'intervention précoce. Et donc finalement, ce qu'on développe dans notre centre Hype depuis ouverture, c'est un accompagnement centré sur les demandes des jeunes. Donc on a la filière classique avec les soins de psychothérapie proposés, qu'on essaye de structurer selon la gravité, selon l'âge. On fait connexion familiale également pour les familles, on offre des consultations famille également. On a bien sûr la partie de soins, puisque Nîmes c'est un petit territoire, donc finalement je suis toute seule sur le plan psychiatrique à avoir une consultation pour notamment les jeunes et tout type de troubles de personnalité. Donc on a aussi ce soin individuel proposé, mais aussi et surtout on a développé cet accompagnement en case management. Donc on a un temps de pair aidance dans l'équipe, et je me permets de glisser une toute petite aparté, c'est que nous cherchons à recruter de manière officielle, puisqu'on a un budget FIOP qui a été obtenu pour la création de Hype, et donc on a un temps partiel de pair aidant ou de proche aidant, puisque j'ai pas d'obligation à prendre forcément quelqu'un, notamment avec un diplôme de médiateur santé-pair. Moi, je suis ouverte à toute proposition. Donc, si dans les réseaux, vos réseaux, et puis ceux aussi qui nous écoutent en ligne, eh bien, vous avez des connaissances de réseaux de pairs et de proches aidants qui seraient dans le territoire gardois et qui seraient heureux de rejoindre notre aventure, j'ai un poste qui est disponible tout de suite et que j'ai très à cœur de pouvoir offrir. De la même manière, on a aussi du temps de job coach, de conseiller en insertion professionnelle pour pouvoir aider au plan d'insertion ou de réinsertion professionnelle, et puis du temps psycho et du temps médical. Donc ça, je passe un petit peu. Donc le modèle de case management, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué, le modèle de pair aidance et le modèle de job coaching. Voilà, donc ça c'est ce que nous proposons sur Hype. On a été très contents de l'obtention de notre budget FIOP qui a été accordé par le ministère de la Santé et l'ARS Occitanie, que je remercie. Et on a pu, du coup, depuis septembre, faire un petit peu de com, même si on a du mal à sortir de notre territoire gardois. Donc je suis très contente aussi de pouvoir vous parler de ce modèle aujourd'hui à Lyon. Donc, on intervient principalement chez des jeunes entre 16 et 25 ans, dans cette tranche d'âge du jeune adulte. On intervient pour des troubles borderline diagnostiqués, mais pas que, puisque mon enjeu aussi, c'est de regarder les gens qui sont sous seuil et tout ce champ des troubles émotionnels émergents, qu'il y ait des comportements de mise en danger ou que ça relève plus d'une souffrance, comme on l'a dit, intérieure, perçue, etc.
Et on travaille du coup en collaboration à plusieurs pour à la fois essayer de détecter précocement ces troubles avec cette tentative d'aller vers, avec le diagnostic que l'on pose dès 12 ans, etc., d'intervention précoce. La partie psychothérapie, bien sûr, intégrative, et la partie de réhab. Juste essentiel à mon sens et qui effectivement correspond à une réponse à une vraie demande en fait qui malheureusement n'est pas forcément toujours entendue. Et je peux témoigner aussi de cette réalité-là qui est que quand on est jeune adulte, etc. En tout cas, j'étais dans cette tranche de ma vie-là quand j'ai découvert les soins en réhabilitation psychosociale et que j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier. Ça a changé ma vie sur énormément d'aspects et notamment de pouvoir identifier toutes les dimensions sur lesquelles les troubles avaient pu avoir un impact, ou en tout cas qu'ils étaient peut-être majorés par certaines dimensions avec des outils propres à la réhab, mais que parfois il faut essayer de penser comme autre chose que juste un mouvement à la mode, parce que c'est un peu ce qu'on entend autour de la réhab, parce qu'elle peut être instrumentalisée à des moments et donc un peu perçue de manière négative, mais des outils comme le PSI, le plan de suivi individualisé, où on vient identifier tous les aspects de la vie de la personne et mettre un petit peu en exergue là où elle en est la personne et éventuellement là où elle voudrait aller. C'est un fort levier d'autodétermination et ça faisait partie des choses qui me manquaient cruellement, de me poser la question, mais qu'est-ce que je veux de ma vie en fait? Dans les recommandations autour du Good Psychiatric Management, il y a cette question de retrouver une vie qui a du sens. Une vie qui a du sens, ça passe aussi par se poser la question, mais de quoi moi j'ai vraiment envie? Et je trouve que dans la réhab, il y a des outils puissants autour de cette question-là, notamment le fait d'avoir un accompagnement qui est très personnalisé et qui du coup permet de se réinsérer dans la vie, que ce soit sur le plan interpersonnel, que ce soit sur le plan professionnel. Et parfois, professionnel ne veut pas dire salariat. Moi, en tout cas, c'est passé par là au début. C'était un investissement associatif, c'était des loisirs, c'était m'autoriser à me dire que c'est important d'avoir des loisirs, même quand on a la hache et qu'on ne travaille jamais, entre guillemets, et que du coup, on ne s'autorise pas à se sentir légitime à aller chercher des loisirs, des vacances, du temps plaisir, parce qu'on se dit que notre job, c'est de pouvoir aller le plus vite possible vers l'emploi, de pouvoir avoir ces espaces qui viennent soutenir des projets de rétablissement quels qu'ils soient. Ça a été salvateur pour moi à bien des égards et ça ne concerne vraiment pas que les symptômes, et je fais vraiment passer ce message que je martèle depuis un moment sur le fait que pour moi, l'avenir, il ne se situe pas dans les guéguerres de chapelle autour de traitements psychothérapeutiques qu'on estimerait ultra performants, alors qu'en réalité, le niveau de preuve, il n'est pas toujours exceptionnel. J'ai reçu ces thérapies spécialisées pour certaines, donc je ne vais pas non plus leur jeter la pierre. C'est une réalité qu'elles ont une efficacité, qu'elles sont très importantes à mettre à disposition, et c'est important qu'elles puissent être de plus en plus accessibles. Néanmoins, je crois vraiment qu'il y a une importance primordiale autour du fait de centrer les choses aussi sur le quotidien, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des jours où globalement, j'avais pas forcément de manifestation symptomatique de telle ou telle pathologie, et pour autant, mais qu'est-ce que je me suis fait chier, et qu'est-ce que j'avais l'impression de ne pas vivre une vie qui en valait la peine, parce que c'était dépeuplé en fait. Et je pense que vraiment, il y a cette bascule doit pouvoir s'inverser, parce qu'on demande à ce qu'elle s'inverse chez les patients quand on leur dit il n'y a pas de baguette magique, vous allez devoir apprendre à vivre avec. Ça ne veut pas juste dire demander aux gens de tolérer quelque chose d'intolérable. Ça veut dire aussi remettre le focus sur le fait que parfois, oui, je peux faire une journée où je vais avoir une giga crise d'angoisse ou des épisodes dissociatifs ou même des comportements autodommageables, mais quand j'ai fait des choses qui sont connectées à du sens pour moi, qui ont de la pertinence, qui m'ont fait plaisir, franchement, la question des symptômes, elle passe vraiment au second plan. Et je dis pas que c'est agréable d'avoir des symptômes, mais ça prend plus du tout la même place. Et je suis beaucoup plus en paix avec l'idée de pouvoir vivre avec des symptômes. Et le vivre avec, il n'est pas une espèce de truc intolérable qu'on me force à faire pour me faire avaler la pilule qui est ça va rester toute ta vie, pas agréable. Donc j'encourage vraiment ce genre d'initiative et je remercie toutes les personnes qui sont impliquées sur ces questions de réhabilitation psychosociale
pour ça aussi. Voilà. Je pense qu'il est important, c'est de bien retenir ça, que le modèle HYPE, c'est pas un modèle de psychothérapie détourné ou qui n'en a pas le nom et qui serait caché, c'est pas le but. Le but, c'est de dire, ouvrons le champ des possibles. On crache dans aucune soupe de psychothérapie. D'ailleurs, nous-mêmes, on en fait. Et d'ailleurs, en parallèle de monter HYPE, on est en train de dérouler un essai contrôlé randomisé pour essayer d'ajouter à des outils TCD, ACT, etc., déjà validés, des outils de remédiation neurocognitive et des outils neuropsy. Donc nous-mêmes, dans notre propre équipe, on essaye aussi le mieux que l'on peut à notre échelle pour les jeunes, pour les jeunes sévères avec des altérations neurocognitives sévères, d'adapter des outils neuropsy pour mieux cibler l'impulsivité et tout ça dans les thérapeutiques et les psychothérapies qu'on met en place. Donc l'idée n'est pas d'être en conflit avec aucun type de psychothérapie. L'idée est probablement d'ailleurs une personne qui serait en état et serait demandeuse d'à la fois recevoir des soins de psychothérapie en groupe, en individuel, plus du case management, probablement que ce qu'elle aurait à y gagner est nettement supérieur. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est aussi, on essaye de cibler des gens qui ne sont pas encore capables ou qui ne sont pas encore disponibles cognitivement pour recevoir ces soins de psychothérapie et alors passer par un accompagnement de case management et de réhabilitation probablement permettrait aussi de gagner du temps, de commencer une inclusion dans quelque chose, de commencer un processus de changement de trajectoire, de motivation au changement, qui ensuite peut embrayer sur l'insertion dans un type de psychothérapie. Donc c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et d'ailleurs, même probablement tout type de psychothérapie pourrait y être associé. C'est-à-dire que nous, on a monté un modèle HYPE France, mais on a monté un modèle HYPE France sans leur partie psychothérapeutique à eux. Nous, on ne fait pas du tout la CAT australienne à Nîmes. On fait des modèles intégratifs de TCD qu'on a l'habitude. Donc, on fait un HYPE France parce qu'on a pris leur modèle de case management, mais sans leur partie psychothérapeutique. Et l'idée, c'est même, on va essayer de faire ça, de tester ce modèle HYPE avec d'autres outils beaucoup plus répandus chez nous, de TCD notamment. Voilà. Et bien sûr, ce qui est central, c'est l'approche relationnelle, puisque c'est plus l'approche psychothérapeutique, mais c'est vraiment une approche de posture de l'équipe soignante qui a un impact fort sur la réponse clinique et sur le stigma. Et c'est bien ça qu'on essaye de travailler, en plus des interventions psychosociales.